mission Mariner 9, on a trouvé que de l'eau liquide avait coulé sur Mars, dans un passé, on estime entre 3,5 et 4 milliards d'années maintenant. Et on voudrait savoir si cette eau liquide a permis l'existence d'une chimie prébiotique, et pourquoi pas une vie ancienne. Et c'est à cause de leur mort, et que... Donc ces robots, ils peuvent... Les analyses grossières qu'ils peuvent faire remplaçant le coup de marteau, ou ce qu'on peut faire quand on ramène des échantillons au laboratoire et que l'étudiant regarde avec une bonne loupe ou une lampe. Donc on va commencer par le premier robot, Opportunity. Il s'est posé à un endroit où, d'après des études spectrales, il y avait à la surface de l'oxyde ferrique hydraté, on va dire de la rouille pour parler vulgairement, et qui dit rouille dit eau liquide passée. Ça ne se voit pas beaucoup dans le paysage, mais a priori, il devait y avoir de l'eau liquide dans ce coin-là, puisqu'il y a de la rouille. Ça, c'est l'ellipse de confiance, et la sonde s'est posée dans l'ellipse de confiance, tout a bien marché. Alors, chance extraordinaire, avant la chance extraordinaire, il s'est posé là, et il a fait 45 km avant de mourir de sa belle mort. Je vous rappelle qu'il était garanti 3 mois 600 mètres. Donc c'est du beau matériel. Maintenant, il est mort en juin à cause d'une tempête de poussière, et il ne s'est pas réveillé quand la tempête de poussière était faite. Voilà tout le trajet qu'il a fait. Qui intéresse surtout nous, pour la recherche de l'eau et de la vie, c'est là. Alors tout à fait par hasard, il est tombé dans une plaine où il y avait 0 affleurement. Le cauchemar pour un géologue, rien à voir. Sauf qu'il est tombé dans un petit cratère de rien du tout, mais vraiment par hasard, et que dans ce petit cratère de rien du tout, il y avait, sur un secteur d'à peu près 20 degrés angulaires, des affleurements. C'est la première fois qu'on voit quasiment des affleurements en place de près. Parce que les Vikings, Pathfinder, c'était des blocs, c'était pas des roches en place. Alors voilà cette falaise de roches en place. Alors falaise est un grand mot, hein, j'ai mis l'échelle ici, c'est pas haut. Et on voit des strates. Et en place. Alors des strates de quoi? Toute la question est, ça pourrait être des strates de roches volcaniques. Ça pourrait être des strates de sédiments, ce qu'on espérait. Mais si c'est des sédiments, ça peut être des sédiments éoliens, ou déposés dans l'eau. Comment, avec la caméra, le voir? Eh bien, un géologue, en 5 minutes sur place, il l'aurait vu. Le robot lui a mis une semaine ou deux, mais alors, rien que quand on s'approche, tout de suite on a vu qu'il y avait même par terre des petites boules. Des millions de petites boules. Alors on va grossir là et on va grossir là. On va grossir d'abord là-haut, le façade. Voilà les petites boules, dans le sol. Chaque petite boule fait la taille d'un petit pot extra fin, on va dire. Les Américains peut-être aussi des berries, puis des blueberries, des myrtilles. Alors c'est des petites myrtilles, hein, c'est pas des petites myrtilles. Il y en a partout. Ça c'est dans le sol. Et il y en a dans la roche, si vous regardez. Là, c'est dans la roche. Alors les strates sont horizontales, mais là comme on est un peu incliné, on va incliner. Vous avez fiché dans la roche, et c'est solide, ces petites boules. Vous avez l'échelle ici, 1 cm. Et vous allez voir le raisonnement que fait le géologue quand il voit quelque chose comme ça. Avant d'imaginer que, je sais pas, que c'est des roulements à billes perdus par un vaisseau d'extraterrestres, après tout, on va voir si sur Terre, on connaît des choses qui pourraient ressembler. Ça ne veut pas dire que ça ressemble, c'est pareil, mais bon. Alors tout de suite, on pense à des structures volcaniques, je vais vous en montrer, des concrétions hydrothermales, des mini-stromatolites, des concrétions pédologiques, tout ça, c'est des termes qu'un géologue connaît bien. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Concrétions volcaniques. Là, vous avez mon marteau, et vous voyez qu'il y a des petites boules. Voilà, ça, c'est la pointe de mon marteau. Et là, c'est des petites boules. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un nuage de cendres volcaniques très fines, mais très élevé, comme les éruptions panachpiniens, comme le Vésuve, et qu'il pleut là-dedans, une goutte d'eau traverse le nuage. Elle absorbe la poussière, ça se solidifie. Quand la goutte d'eau pleine de poussière arrive en bas, ça fait une petite sphère. On appelle ça des grêlons de cendres en géologie. Ça pourrait être ça. Si c'est ça, c'est des silicates. Alors ça pourrait être des stromatolites. Là, je montre justement mes étudiants. Alors là, je montre quelque chose qui est intéressant, c'est ce qui est là. Et si vous êtes là, vous regardez, vous voyez les petites boules, plein de petites boules, il y a mon doigt qui donne l'échelle. Ça, je ne vais pas vous raconter la genèse de ça. Dans ce cas-là, c'est des bactéries, mais ça pourrait ne pas en être. Et ça, c'est du carbonate de calcium. Deuxième type de petite boule.
Troisième type de petites boules, je suis un peu auvergnat, donc j'aime bien l'Auvergne. Ça, c'est des petites boules d'oxyde de fer qui datent de l'époque où l'Auvergne était en climat tropical et où il s'est développé une cuirasse latéritique, il y a donc très longtemps. Et cette cuirasse latéritique érodée, ça fait ces petites boules. Vous avez mon couteau qui donne l'échelle. Là, en l'occurrence, c'est de l'hydroxyde de fer, l'oxyde de fer hydraté. Donc, j'ai donné 3 exemples de possibilités. En quoi sont ces petites boules? Alors, géologue sur Terre, il aurait tout de suite reconnu. Mais là, avec les technologies d'Opportunity, c'était assez long. Il n'avait pas de détecteur de minéralogie. La seule chose qu'il peut faire, c'est analyser les spectres Mossbauer qui donnent la structure minéralogique des minéraux qui contiennent du fer. Donc là, il y a beaucoup de petites boules. Là, il n'y en a pas beaucoup. Vous faites un spectre ici, vous avez un spectre ici. A priori, la différence est due au spectre Mossbauer. Je ne dis pas comment ça marche, mon successeur pourra vous le raconter. La différence est due aux petites boules. Et le verdict est formel, c'est de l'oxyde de fer. Donc, ces petites boules sont en oxyde de fer. Les petites boules en oxyde de fer sur Terre, voilà, en cours de formation, là c'est en Guadeloupe. Ça se passe quand vous avez un sol avec du fer dedans et une nappe phréatique qui monte et qui descend. C'est dans la zone de balancement de la nappe phréatique. Le fer migre, je pourrais parler 1 heure là-dessus, et ça fait des petites boules. Donc on a des petites boules, et je suis en train de dire, il doit y avoir une nappe phréatique qui balance. Si c'est la même chose. C'est bon ça pour la vie. Toujours dans ce cratère, on voit les strates. Alors là, on a vraiment le nez sur la flamand, hein, pareil, vous voyez l'échelle, 2 cm. Et si vous regardez les strates qui sont globalement horizontales, elles sont penchées à cause de la perspective et du robot qui est penché, mais chaque strate élémentaire qui est globalement horizontale, elle a des petites strates de second ordre qui sont sigmoïdes. Et là, il y a les strates principales, et puis là, vous avez des strates un peu sigmoïdes. La plupart des gens ne les auraient pas vues. Mais l'œil de géologue, il les voit. Il les connaît. Voilà un endroit où j'amène mes étudiants sur Terre, même en France, même dans les Corbières. Vous voyez les strates, et vous voyez ces trucs sigmoïdes. Si on pouvait éteindre au-dessus de moi, l'écran serait mieux. Hein, si on peut pas, on peut pas. Donc vous avez les strates sigmoïdes, et pour vous montrer que ça ressemble, regardez, les strates sigmoïdes sur Terre et les strates sigmoïdes sur Mars. Et vu la taille des grains, ah ça c'est mieux, merci. Vu la taille des grains, ces grains ont été transportés par l'eau. Il y en a qui sont trop gros pour être transportés par du vent. Et quand un géologue il voit ça, il sait que c'est des grains donc transportés par l'eau. Le vent, vu leur taille, part de l'eau, et c'est même le sens du courant. C'est un exercice de base de L1. Enfin les bons L1, L2 pour les mauvais. Et là, le courant vient de gauche vers la droite. Donc rien qu'en regardant l'équilibre dans le premier cratère, où il est tombé par hasard, il y a une nappe phréatique qui balançait, il y a de l'eau qui a coulé, venant de gauche vers la droite. C'est extraordinaire. Toujours dans le même cratère, vous avez les strates, elles sont bien régulières, et si vous zoomez, vous avez des espèces de trous. Comme si vous aviez une motte de beurre et que vous donniez des coups de canif dans la motte de beurre, coups de canif horizontaux, et ça fait des trous comme ça, qui ont une forme géométrique. Par exemple, celui-là, il a une forme un peu losangique. Les Américains appellent ça des vugs. Vugs. Je ne sais pas comment on prononce. Là encore, le géologue, il connaît. Ces trucs-là, c'est fait quand vous avez un sel, un sulfate, chlorure, qui se dépose dans une boue, et puis ensuite, si parce que cette boue arrive à l'affleurement, mettons 500 millions d'années plus tard, ben il pleut, c'est dissous, et il reste les cavités. Ça, et ces genres de sel, ça s'est déposé dans un milieu comme ça, sur Terre. Supposé, au flamant rose près, hein, je ne pense pas qu'il y ait personne n'a prétendu qu'il y ait des flamants roses sur Mars, au flamant rose près, on a envie de dire, c'est celles qui doivent être, vu la forme des cristaux, plus des sulfates que des chlorures, ça doit s'être déposé dans un environnement comme ça, qu'on appelle les évaporites en français. Le problème, c'est qu'Opportunity n'était pas capable d'analyser du sulfate de calcium, par exemple. Il n'avait pas l'équipement analytique pour. Il ne savait analyser que les minéraux contenant du fer. Le sulfate de calcium n'a pas de fer. Mais, en analysant tout ce qu'il a pu, il a trouvé un sulfate compliqué, la jarosite. Donc, pour tout vous dire, je n'avais jamais entendu parler de jarosite avant qu'on le découvre sur Mars, mais c'est un minéral connu, mais enfin, pas des plus connus. C'est un sulfate, c'est un des rares sulfates contenant du fer. Et on le trouve sur Terre en plein d'endroits, et là où il a été défini pour la première fois, c'est dans les déblais des mines de pyrite. Mais on le trouve dans la nature aussi. C'est des sulfates
qui se forment en milieu acide. Donc, puisque ça a la forme de sulfate, peut-être pas tous les sulfates de fer, ça a la forme de sulfate, de calcium, et qu'il y a un sulfate de fer qui se dépose en milieu acide, aqueux et acide, on en déduit que quand ces roches se sont déposées avec un courant qui venait de gauche, qui transportait du sable, eh bien, le pH était très bas. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la vie normale, mais sur Terre, il y a plein de vie qui vit en pH acide. Hein. Là-dedans, il y a plein de bactéries qui vivent là-dedans. La mauvaise nouvelle, c'est pas pour la vie, c'est pour la faire naître. Parce que pour polymériser des acides aminés comme ça, vaut mieux que le pH soit naître. Une fois que la vie est née, elle sait s'adapter, pH acide. Mais pour l'instant, disent les biologistes et les biochimistes, on ne sait pas faire naître la vie en milieu acide. Donc ça, c'était pas bon. Et tout ce qu'on a fait dans le premier cratère, rien que si on avait fait ça, ça aurait valu les 500 millions de dollars que ça a coûté. 500 millions de dollars, c'est pas cher. Je vous rappelle que la fraude fiscale en France est estimée à 60 milliards de dollars. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a dit on va sortir de notre trou. Et on va aller où? Alors, vous voyez, la plaine, c'est une morne plaine, il n'y a rien à faire. Seule façon pour voir, c'est d'aller voir un autre trou, plus gros, pour voir plus profond. Alors, il a dit, on va aller là, dans le cratère Endurance. Alors, il a mis du temps, et il est allé au bord du cratère Endurance. On arrive au cratère Endurance, il est beaucoup plus grand que l'autre, puisqu'il fait 15 mètres de profondeur. L'autre en faisait 1,50 m. Donc on va voir une coupe sur plus épais. Alors là, c'était un peu décevant, parce que c'est toujours la même chose. On voit mieux, on voit plus profond, mais on tire les mêmes conclusions. Alors, il y a des super photos de paysages assez extraordinaires. Alors j'ai un reproche à faire toujours aux gens qui font de la com, on voit toujours les mêmes photos sur les machins. Des photos avec des falaises comme ça vues de près, on ne les voit jamais. Le copier-coller est la plaie des gens qui font de la com. S'il y a des gens là-dedans qui font de la com, ne prenez pas toujours les mêmes photos. Il y en a des 1000 fois mieux. La NASA en envoie à peu près 300 par jour. Et ce, depuis 2004. Alors là, on voit des strates. Alors là, c'est une photo assez extraordinaire. Vous avez des strates ici bien horizontales. Ici, vous avez des strates inclinées. Je ne peux pas m'empêcher, voilà le détail, les géologues appellent ça une discordance, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont de la culture géologique dans la salle, et je vous montre une discordance qui est née un peu de la même façon sur Terre, alors ça dans les Falaises de Touraine, c'est dû à des courants, alors ici c'est des courants avec même des morceaux de coquillage, qu'on a là, hélas, pas vu sur Mars, mais on peut reconstituer facilement ce paysage sur Terre, et il y a toutes les raisons de penser que c'est la même genèse sur Mars. Bon. On y est resté longtemps dans le trou, là. Surtout qu'on est descendu, après il a fallu remonter. Une surprise, ça patinait. Non seulement il y a du sable, mais il y a des myrtilles partout. Et il serait de monter une côte sur un roulement à billes. Mais il est arrivé. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait ça, seule façon de voir encore plus profond, voir ce qu'il y a dessous, c'est d'aller là. Parce que voir ce qu'il y a dessus, c'est pas rien, mais dessous peut-être. Alors il y va. Et c'était emmerdant, parce qu'il faisait 50 mètres par jour, 100 mètres par jour, dans un paysage comme ça. Alors la NASA dit on va accélérer, alors 150, 200 mètres, 300 mètres, et ça n'a pas loupé, ou d'un certain ils sont enlisés dans une dune. Et ils ont réussi à le sortir, ça a été très fort, avec la maquette qu'ils avaient au sol. Ils ont dit je fais rouler, et c'est une 6-6, hein, c'est mieux que les 4x4 des bobos, je fais rouler telle roue, comme ça, ils ont réussi à le sortir, ils ont mis 1 mois et demi pour le sortir, mais ils l'ont sorti. Donc au point de vue géologique, là, il n'y avait pas grand-chose à voir. Des fois, des petites surprises. Là, vous avez les traces, ils regardent par derrière, et là, vous avez un tout petit cratère de météorite. Et cette météorite est tombée après la dernière tempête. Parce qu'elle aurait été effacée. C'est un détail. Donc, je ne sais pas quand a eu lieu la dernière tempête, mais il y en a une tous les 2 ans. Donc, ce petit cratère de météorite est tombé il y a moins de 2 ans. Et si on revient maintenant, c'est sûr qu'il n'existe plus. Les tempêtes l'ont effacé. Donc voilà, il n'y a quand même pas grand chose, mais une petite météorite. Alors sur Terre, ça a fait une étoile filante, ça ne serait pas arrivé au sol. Mais il faut diviser à peu près, s'il n'a pas été ralenti, par 20 pour avoir le diamètre de la météorite. Mettons que ça fasse 10 cm, ça fait une météorite d'un demi-centimètre. Ça arrive sur un scaphandre, ça peut faire mal. Hein. Alors de temps en temps, il n'y a pas de sable. Et on roule sur des roches.
Alors c'est assez énigmatique, qu'est-ce que c'est que ces machins, ces espèces de pavages, etc. Là encore, si on connaît bien la géologie terrestre, ce qui ressemble le plus, c'est des grès. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les roches qu'on a analysées, là, c'était des grains de sable, on a vu que ça avait coulé, et la chimie, c'est une chimie de basalte. C'est comme si on analysait des roches type déposées par des fleuves à Hawaï ou à La Réunion, donc des fleuves qui déposent dans un lac, et le sable transporté par ces fleuves, à La Réunion ou à Hawaï, c'est du basalte, parce que le bassin versant, c'est du basalte. Les fleuves en Auvergne, ça serait du granit, ici c'est du basalte. Donc c'est des grès basaltiques, des grès ferrissement basaltiques. Et on sait que assez souvent, sur Terre, les grès, à cause des alternances chaud-froid, rien que sur Terre, mais alors sur Mars c'est bien pire, il y a des fractures qui se font à la surface, hein, ça s'est pas fait quand la roche est déposée, c'est un phénomène actuel, actuel au sens martien du terme, vous avez ça. Donc, il roule sur des grès. Et c'est là qu'on a pu voir peut-être la chose la plus extraordinaire. Vous regardez les roches, on est juste à côté, là où je vous ai mis, on est quelque part par là. Vous regardez bien, et là où il y a marqué F, qu'est-ce qu'on voit? Je souligne pour que vous voyez bien. Les couches sont comme ça. L'équivalent sur Terre. Ça, c'est mon couteau qui donne l'échelle. Or, comment fait-on des couches comme ça? C'est quand vous avez de l'eau et du clapot, des petites vagues. Si vous avez un bouchon de pêcheur, un courant fait dériver le bouchon. Ça fait des machins dissymétriques. Mais s'il y a du vent, ça fait un clapot, que ça monte et ça descend, ça fait ça. Donc ça, c'est sur Terre ancien. Ça, c'est sur Terre actuelle. Les rives sont symétriques. Et c'est parce qu'il y avait une grande flaque d'eau, il y avait du vent, et ça fait ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'y connaît un peu en mécanique des fluides, on sait que l'ordre de grandeur de la longueur d'onde entre les crêtes, et ici, c'est on va dire 5 cm, c'est le même ordre de grandeur que la profondeur de l'eau. Donc ici, c'était une flaque d'eau, une mare très peu profonde, un marécage tout au plus, de quelques centimètres de profondeur, ça peut être 2, ça peut être 10, mais c'est pas 50 mètres, et encore moins 500, et encore moins 5000. C'était un marigot très peu profond. Ça tombe bien, ça s'évapore quand il fait chaud, un marigot très peu profond. On a trouvé des sulfates et des choses comme ça. Tout colle. On reconstitue bien l'environnement. Tout ça, c'est sur le trajet. Et on arrive à notre cratère cible. 30 mètres. On descend. C'est beau. Mais c'est toujours pareil. Ça veut dire que ces conditions dans lesquelles on a de l'eau acide, des ruisseaux qui coulent, des flaques peu profondes qui s'évaporent, etc., ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré suffisamment longtemps pour déposer 30 mètres de ça. Donc ce type de milieu a été pérenne. Bon, on ressort. Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est d'aller très loin, où il y a un très grand cratère, puisqu'il fait 20 km de diamètre, donc a priori 2 km de profondeur. Mais il est très très loin. Alors là, il a mis du temps. Il a mis du temps. Il est parti en 2007, il est arrivé en 2011. Là encore, je regardais les photos tous les jours, et on s'embêtait un peu. Et on arrive au bord du cratère. Alors là, on change de géologie, c'est un peu moins intéressant pour ce qui nous intéresse. C'est qu'on n'a pas une chimie de grès basaltique, de grès remanié par de l'eau, etc., riche en sulfate, on a du basalte presque frais. C'est un peu logique, là, vous avez le grand cratère, et tout ce qu'il y a là, c'est les débris qui sont sortis du grand cratère et qui se sont posés sur ce qu'il y avait. Donc ça, c'est représentatif de ce qu'il y a 2 km plus bas. Et a priori, 2 km plus bas, c'est du basalte. Là, on sait ce que c'est, on aimerait savoir ce qu'il y a entre les deux. Surtout que, entre les deux, vu de l'espace, il y avait des spectres d'argile. Et l'argile, c'est le Graal pour les gens qui veulent faire de l'exobiologie. Pas avec Opportunity, il est totalement incapable d'analyser de la matière organique. On l'aurait mis sur un beefsteak. Il aurait dit il y a du fer, parce qu'il y a de l'hémoglobine, mais il aurait dit que ça. Il était incapable de trouver du carbone. Il n'avait pas l'équipement pour, contrairement à l'archéologie. Donc là-dedans, il y a des argiles. Et pas n'importe quelles argiles, de la smectite.
Quel est l'intérêt de la smectite? C'est que ça se fabrique en milieu neutre. Or, le milieu neutre, c'est bon pour la chimie prébiotique. Eh bien, donc on est sous notre basalte et sous nos sédiments habituels. Et on trouve spectralement de la smectite. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien équipé pour analyser la smectite, notre Curiosity, notre Opportunity. Il n'a pas de rayons X, tout ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est analyser globalement la chimie. Alors, il analyse la chimie globale, l'aluminium, sodium, calcium, potassium, fer, magnésium et tout ça. Et c'est des diagrammes de géochimie qu'on apprend à nos étudiants. Là-dedans, telle ou telle roche se place bien. Si on prend la moyenne de la croûte martienne avec Viking, Pathfinder, les météorites martiennes et tout ça, on est quelque part par là. Si on prend la montmorillonite, la smectite, c'est une smectite, c'est là. Et les roches qu'on trouve là, eh ben, il y en a, c'est quasiment vis-à-vis de l'aluminium, du calcium, du sodium, du potassium, du magnésium et du fer, de la smectite. Et ça, c'est bon. Parce que là, on a pu peut-être faire de la chimie prébiotique. Et si la vie est née, ensuite, elle n'a plus qu'à s'adapter au milieu acide qui est venu après. Le milieu acide, au moins sur Terre, n'a jamais tué personne. Enfin, je parle des bactéries. Donc, on est content. Alors après, des beaux paysages. Mais on est dans les brèches d'impact là. On est dans le basalte du fond, qui sont remontés, qui chapeautent tout. C'est très beau. Mais je ne veux pas vous en parler parce que j'ai pas le temps. Et puis le but, c'était quand même de descendre pour essayer de retrouver les couches. Alors là, il y avait un endroit où vous pouvez descendre, c'était pas trop raide. Donc il s'est enfilé par là. Là, il regarde en bas quand il est en haut. Là, il est à mi-pente, il regarde en haut, on voit d'où il vient. Et c'est là que c'est la catastrophe. La tempête arrive. C'est pas la première, mais là, c'est une grosse. Il s'est mis en sommeil. Regardez, ça c'est des vraies photos. Et quand il y a une tempête, il n'y a pas assez de soleil, donc les panneaux solaires ne marchent plus. Donc. Le ciel s'est éclairci en septembre 2018, et Opportunity est resté muet. Fin de la mission. Alors là, le 25 septembre, la tempête est bien finie. On le voit, Curiosity. Vous voyez, il voulait aller en bas. Et il s'est arrêté là. Silence radio. Et voici l'avis d'obsèques, le 13 février 2019, la NASA l'a officiellement déclaré mort. C'est triste. Ça, c'est les premières missions. Deuxième, contemporaine. Spirit. Alors là, on a posé un endroit pour des arguments morphologiques. Vous avez un cratère, Joseph, qui est très grand, une vallée, qu'on devine là, un delta, qui est caché par le mot sédiment, c'est pas marrant, c'est pas malin de ma part. Donc, il y a de l'eau qui a coulé, il y a un delta, donc il y a tout, on a dit, il y a des roches sédimentaires là-dedans. Il y avait un lac, avec une rivière qui se jetait dedans, on a fait un delta. On suppose que du basalte. La personne qui a choisi ce site a dû se faire tirer les oreilles. De façon pas possible. Donc, quand si un jour vous allez sur Mars avec des missions humaines, emmenez-y avant, c'est 100 fois moins cher, une mission automatique, qui vérifiera que vous n'avez pas fait une erreur aussi grossière pour ne pas envoyer une mission à 100 milliards de dollars pour chercher de la vie et trouver du basalte. Ça serait quand même bête. Donc là, les géologues se sont complètement plantés. Mais à culpa, enfin, nostra culpa. Alors, il y a des basaltes coulés, il y a du basalte en strate, parce que c'est des cendres volcaniques. Alors on se consolait d'ici à des cendres volcaniques, c'est que des explosions. S'il y a des explosions, c'est qu'il y a des gaz, s'il y a des gaz, il y a de la vapeur d'eau. C'est probablement vrai. Mais c'était se consoler, hein. Bon. La mission est finie en 2009, parce qu'il est tombé en panne. Et quasiment 8 ans plus tard, il y a un papier qui est sorti, qui propose, il n'affirme rien, mais il propose, on a trouvé quelque chose qui ressemble beaucoup à des traces de vie potentielles. Alors, c'est dans un coin, au pied des strates de cendres. On voit rien de spécial, c'est là. Il y a des cailloux blancs, bizarres. Ces cailloux blancs bizarres ont attiré l'œil des géologues. Ils ont dû en faire un spectre infrarouge. Alors, le spectre infrarouge, c'est ça.
Et si on le compare avec des banques de spectres terrestres, ça ressemble à, alors je ne sais pas si vous connaissez la géologie, El Tacio, c'est un champ de geyser au Chili, Yellowstone, c'est un champ de geyser aux États-Unis. En fait, ça, c'est de la silice déposée par des eaux chaudes, des geysers, on va dire. Donc là, vous avez les champs de geyser du Tacio. C'est mieux que Yellowstone. Yellowstone, il y a beaucoup d'arbres, ça ferait pas sérieux si je disais. Voilà. Mais ils sont allés mieux que ça. Alors, on va faire des zooms. Ça, c'est Mars. Ça, c'est le Tacio. 10 cm. 5 cm. C'est là que ça devient intéressant. 1 cm. Regardez la convergence morphologique entre ce dépôt de silice terrestre et ces dépôts de silice martienne. Terrestre, martienne. On n'a pas pu grossir plus. Mais sur Terre, si on grossit plus, ça on peut. On voit que ces dépôts de silice sont pleins de bactéries. Je peux absolument pas, voilà, je peux absolument pas vous dire ce qu'il y en a sur Mars. Mais il y a des gens qui proposaient qu'on aille là avec le Mars 2020, parce qu'ils disent là, on a quand même des indices. Oui, mais alors si jamais il n'y en a pas, la mission est foutue, parce qu'on est dans des roches volcaniques. Ils ont choisi d'aller ailleurs. Mais vous voyez le genre de choses, quand on voit ça, quand même, on dit ça ressemble. Convergence morphologique n'est pas similitude, mais quand même. Et sur Terre, c'est classique bactéries. J'ai du temps, on pourra poser des questions. Maintenant, la mission qui est en route, Curiosity, qui est arrivée en 2012. Vous vous rappelez tous l'arrivée de Curiosity, le matin, en direct. J'étais à Florence, c'était pendant le festival. On était tous sur différents sites d'ordinateurs. C'était tous officiellement direct, mais on avait des fois jusqu'à 2-3 secondes de décalage. Donc c'était pas si en direct que ça. Et ça continue encore. Alors, quelle est la cible de Curiosity? C'est un énorme cratère, Gale. Spectralement, il y a plein d'argiles ici. Or, les argiles, je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit, pourquoi c'est intéressant pour la recherche prébiotique. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont un certain âge ici et qui se rappellent de ce que nos grands-mères appelaient la terre de Sommières? Ça vous dit quelque chose, la terre de Sommières? C'était un détachant, c'est de la smectite. Et si vous avez une tache de gras, vous mettiez de la terre de Sommières, vous attendez un petit peu, vous brossiez, la terre de Sommières partait, mais la terre de Sommières absorbe très bien les molécules organiques et les conserve bien. Or, c'est de la smectite, et là, il y a des spectres de la smectite, de l'espace. Donc, s'il y a des molécules organiques qui ont 3,5 milliards d'années, la smectite, d'abord, outre le fait que ça se fait en pH neutre, donc c'est bon pour éventuellement les polymériser, ça les conservera. C'est là qu'on a le plus de chances, éventuellement, d'en trouver. Parce que dans du sable, non. Donc là où il y a le rond vert, il y a de la smectite. Le problème de ce cratère, c'est qu'il y a une grosse montagne centrale, mais qui n'est pas un piton central. On pourrait croire que c'est un piton central de cratère. Non, non, c'est une montagne. Les pitons centraux ne sont pas faits avec des strates. C'est une montagne dont l'origine, honnêtement, n'est pas bien comprise. On a l'impression que c'est un lac qui a tout rempli. Le problème, c'est que le sommet de la montagne est plus haut que les bords du lac, les bords du cratère. C'est rare d'avoir un lac qui monte plus haut. Donc, l'origine de ce truc-là, il y a plusieurs hypothèses. Et l'Europe, en particulier, qui paye une partie de la mission, puisqu'il y a des instruments européens, dit on ne va pas aller explorer un truc dont on ne connaît pas l'origine. Mais c'est les Américains qui finançaient l'immense majorité de la mission. Donc, c'est eux qu'on voit au chapitre et on est arrivé là. Donc ça, c'est l'ellipse de confiance. On s'est posé là. Il y a une marche d'approche assez longue pour aller jusqu'à la cible qui est là. Mais on ne pouvait pas se poser près de la cible parce qu'il y avait beaucoup de dunes. Se poser dans des dunes, c'est toujours gênant. Et puis, poser près d'une montagne, vaut mieux quand même un terrain plat si on ne peut pas bien viser. Donc, longue marche d'approche, qui n'a pas été inutile, on va le faire. Alors, quand on se pose, on est, voilà, la montagne, le central. La base est à 5 km, le sommet est à 20 km, c'est des pentes très douces. La barre monte 1 km, ça c'est l'échelle. Et la cible va être par là, donc il va falloir aller par là, en franchissant ce cordon de dune. Donc on peut, mais il faut faire comme ça pour y aller. Et il a vraiment une optique très bonne. Quand vous zoomiez à l'époque, vous aviez ces choses-là. Voilà les strates, la cible de Curiosity, qui, d'après l'espace, les spectres spatiaux, sont pleins de smectite. Au-dessus, c'est des sulfates, mais en bas, c'est des smectites. Donc, milieu basique, milieu neutre, potentialité de bien conserver de la matière organique.
Alors là, je vous montre le trajet qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Il a fait ça. Et il est là. Et la cible, grosso modo, c'est ça. Il est dans sa cible, commence. Et là, il va monter, s'il va bien, tout ça. On verra quand est-ce qu'il tombe en panne. Il a les roues bien abîmées. Mais bon, il marche encore très bien. Alors, je vais plutôt vous raconter l'histoire chronologiquement. Je vais faire 7 zooms, spots géologiques, pour montrer quelques résultats pris dans ce résultat de cette mission. Le premier zoom pour mes spots, c'est simplement la zone d'atterrissage. Il s'est posé, il avait du temps, il a mis au moins 15 jours à vérifier tous ses appareils, que tout marchait bien, etc. Donc rien, simplement autour de lui, pendant qu'il vérifiait, prenait des photos. Et là, le géologue était vachement content, tout de suite il voyait des couches. Il n'y a que ça. Là, c'est des enflaments en place, il y en a. Des couches, des couches, des couches, des couches. Et en faisant quelques mètres au bout de 15 jours, il voit les couches. On va zoomer sur ce caillou-là, enfin ce fragment-là, qui est un morceau de cette couche-là. Vous avez... On va zoomer sur ce truc-là, vous avez un galet, là, rond. Or, un galet est arrondi que si de l'eau l'a roulé. Donc la mer roulait ses galets, pour parler comme c'était Charles Trenet qui faisait ça. Donc, la mer, il y a quelque chose qui roulait des galets sur Mars. On l'a vu sans quitter sa base de départ, quasiment. Alors là, un autre endroit où il y a donc plein de cailloux, hein, et la comparaison entre Mars et la Terre. Et comment on dépose ce genre de truc sur la Terre, hein, il y a vraiment 2 milieux, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables, les lits de rivières et les plages de galets. Sachant qu'il peut très bien y avoir une rivière, le Var, qui se jette dans la mer et qui fait des plages de galets. Donc, soit c'était un ruisseau, une rivière, un torrent, soit c'était les bords d'un grand lac. Et on va voir, il y a plein de données sédimentologiques qui permettent de reconstituer cet environnement aqueux. On était parti chercher de l'eau, et on a trouvé de l'eau, on était content. Alors les journalistes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais tant pis, qui disent souvent n'importe quoi, un peu, parce que la NASA dit n'importe quoi aussi, la NASA, il faut que les gens du Congrès votent pour des sous. Les gens du Congrès, ils n'y connaissent rien, donc on dit un peu n'importe quoi pour faire plaisir aux gens du Congrès. Il a dit, on a trouvé de l'eau sur Mars. Je rappelle que c'est Cassini qui, pour la première fois, a trouvé de l'eau sur Mars, en 1666. Et où est-ce qu'il s'est posé, là? L'île de confiance était là. Là, vous avez l'île de rivière asséchée, là, vous avez un cône d'éjection torrentielle. On le savait avant, on s'est posé là un peu exprès, bien que la cible principale soit ça, mais quand même, là, regardez, hein, on se pose sur un cône de torrentiel, on trouve des galérons. Heureusement, ça veut dire qu'on est les géologues qu'on choisit, c'est pas complètement fou. Mais vous dites ça à un congressman qui n'y connaît rien, qui vote n'importe quoi, ah, on a trouvé de l'eau, c'est extraordinaire. Là, c'est évident qu'on allait trouver de l'eau. Là, vu où on était. Mais bon, quand on parle à des ignorants, on peut dire n'importe quoi. Regardez tout ce qu'on dit sur les retraites. Hein. On entend le jour, la nuit, le noir, blanc. Et quand on n'y connaît rien, c'est pas que penser. Les congressmen qui votent des milliards devraient savoir quoi penser. Ou tout au moins avoir des conseillers scientifiques. Donc, alors en attendant d'aller voir sa cible principale, il faut y aller. Il faut passer par là, parce que là, vous voyez, il y a un trou dans les dunes qui sont noirs. Hein. Qu'est-ce qu'il a pu faire là-dedans? Alors, on a vu que c'était des conglomérats, des galets. Alors là, c'est le seul extra eau et vie que je me permets, un petit peu. C'est des galets de quoi? Alors ces galets, hein, c'est un échantillonnage de tout ce que le torrent a échantillonné dans ces 3-4 km d'épaisseur de rempart. Donc on a, sous forme non en place, une coupe de toute la croûte supérieure martienne. Bon, c'est essentiellement des roches volcaniques ou des roches magmatiques. Par exemple là, vous reconnaissez, qui reconnaît un gabbro? Bon, le géologue il reconnaît un gabbro, il n'y a pas de problème. Ou un gabbro un peu feldspathtique, enfin bon... Et comme là on a des moyens analytiques bien meilleurs que Curiosity, on peut faire de la chimie. Alors, là je compare avec un gabbro terrestre, un gabbro martien, terrestre, martien, voilà, donc. On a analysé plein de cailloux, et on peut faire la chimie, et un géologue il reconnaît, alors vous avez dû être allé à l'école dans le temps, fait ce qu'on appelle une série magmatique alcaline, qui raconte plein de choses intéressantes sur l'histoire magmatique de Mars. C'est pas le sujet, mais quand même, il n'y a pas que l'eau et la vie sur Mars, il y a aussi l'intérieur, tout ça. Donc, les géologues apprécieront, on a, a priori, une série magmatique alcaline sur Mars. Ça,
Ça, c'est le premier spot, juste autour de là où on s'est posé. Deuxième spot, c'est Yellowknife Bay, c'est pas très loin. Ça fait faire un petit détour, mais vu de l'espace, ça avait l'air prometteur. Effectivement, quand on arrive, c'est un festival de street. Alors, c'est pas des conglomérats avec des galets comme ça, c'est des grès avec du sable. Voilà les couches. Regardez les couches en couleur, là, c'est beau. Si vous avez l'œil, vous remarquez quelque chose. On a déjà vu ça, hein, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien écouté. Donc on a déjà vu ce truc-là, ça veut dire qu'ici, il y avait un courant et on sait d'où il vient. Et si on regarde ces couches, alors dessous c'est tendre, dessus c'est bien dur, et dessus c'est des grains de sable bien ronds. Grains de sable bien ronds. Donc là pareil, ils ont été transportés par un fluide, air ou eau. Vu la taille, c'est pas de l'air. Donc on est sur une plage de sable avec des grains bien roulés. Donc de temps en temps, c'est des galets, probablement près du lit du torrent qui vient de la montagne. Puis des endroits, ben, c'est du sable. On peut commencer à envisager le milieu qui s'est fait au bord de notre... là, dans la plaine qui m'intéresse. Oh, je sais plus où j'en suis, moi. C'était là. Donc, dans la plaine, il y a eu des rivières, peut-être des lacs avec des plages, au pied de la montagne, au pied de la cible. La cible était là, et on est au pied de la cible, au pied d'une montagne, il y avait un lac, du moins des rivières. Et c'est là qu'il a fait ses premiers forages. John Klein et Kimberland. Il les a fait assez proches l'un de l'autre. Alors, forage, ça n'a rien à voir avec ce que fera, si tout va bien, ExoMars. En gros, c'était une perceuse à percussion. Grosse, vous avez la taille, hein, grosse mèche, qui faisait à peu près ça de profondeur. Donc, il prenait la poudre, et il analysait soit avec ChemCam, soit avec les rayons X et tout ça. Mon successeur vous parlera des appareils, moi je ne parle pas des appareils. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors ça, c'est quand on fait avec le sable du coin. Et par rapport au sable du coin, à la poudre, il y a ça en plus. C'est un diagramme X. Je ne vous raconte pas la technique du diagramme X, mon successeur le fera peut-être. Et ça, c'est de la smectite. Alléluia. Et là, on la voit pour de vrai, c'est de l'analyse. C'est pas du spectre, c'est pas de la chimie globale. Là, c'est un spectre X. C'est le réseau cristallin de la smectite. Et on en avait vu sur la montagne. Mais là, on ne l'avait pas vu spectralement. Pourtant, il y en a 20%. Et on n'avait pas vu. Mais là, les rayons X sont formels. Il y a 20% de smectite là-dedans. C'est bon pour la vie. Et puis, il prend la poudre et il analyse les gaz, la matière organique éventuelle qu'elle contient. Pour ça, elle chauffe. Alors, une technique qui est très maladroite vu ce qu'on sait maintenant. Et le problème, c'est qu'en chauffe, effectivement, il y a des bouffées de matière organique. Comme pour une molécule organique, quand on la chauffe progressivement, on la casse en morceaux. Et on sait analyser les morceaux. Et si on est bon, on peut reconstituer la molécule initiale en analysant les morceaux et les températures à laquelle ça s'est détaché. Et le problème, c'est que les matières organiques qui sortent, c'est des produits organochlorés. Et en fait, pour expliquer ces résultats, eh ben, on est obligé de dire qu'il y avait de la matière organique, mais il y avait aussi des perchlorates. Et quand on chauffe des perchlorates, c'est comme de l'eau de Javel, mais en pire, eh ben, ça casse les molécules organiques, ça fait des petits bouts chlorés, du monochlorométhane, du dichlorométhane, etc., même du monochlorobenzène. Vous faites des molécules organiques chlorées, mais vous avez, avec ça, vous ne pouvez plus reconstituer la molécule initiale que vous avez trop cassée. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que c'était... Alors on aurait pu peut-être y penser. Maintenant on en est sûr après, on a trouvé le perchlorate avec Phoenix. Mais quand la mission est partie, Phoenix n'était pas... Donc, alors sur, comment ça s'appelle, Viking, on a soupçonné les perchlorates. C'était qu'un soupçon. Là, donc on est ennuyeux. Très ennuyeux. Et puis il n'y a que pas beaucoup de matière organique, hein, 0,3 g par tonne. Pas beaucoup. Et vous me direz, vu les oxydants
Même si on ne chauffe pas, il y a des oxydants là-dedans et la matière organique, elle n'aime pas les oxydants. C'est pour ça que ExoMars va faire un forage parce que les perchlorates sont faits à cause des ultraviolets sur la glace et tout ça. On espère qu'en fonction d'un mètre ou deux, si ça descend mieux qu'Insight, on sera peut-être moins gêné. Mais là, gros coup de froid sur le moral des gens. Et puis, il y a du méthane qui sort de temps en temps. Des petites bouffées de méthane localisées. Donc c'est pas un vent qui amène du méthane venu de loin, parce que c'est trop local et temporaire. Il y a de temps en temps du méthane qui sort. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est largement au-dessus du bruit instrumental. Alors c'est intéressant parce que le méthane peut avoir trois origines. Des chondrites carbonées qui contiennent de la matière organique, des débris de comètes, qui par les ultraviolets, les renvoyances acoustiques peuvent être cassés et faire du méthane. Des réactions purement minérales, quand vous avez de l'eau, du CO2, certains types de silicates, ça peut faire du méthane. Mais il y a également sur Terre plein de microbes qui font du méthane. Donc trouver du méthane, on va dire qu'il y a une chance sur 3, si on peut dire, un cas sur 3, qui indiquerait que peut-être il y a une vie qui fait du méthane. Mais ça peut être très bien purement minéral, voire extraterrestre. Alors extraterrestre, c'était vite éliminé, parce que vu la teneur en méthane qu'ils ont trouvée, ça va pas, mais entre ça et ça, on est pour l'instant incapable de choisir. Sur Terre, il faudrait faire les analyses isotopiques du carbone. Sur Mars, on ne sait pas. Mais on y reviendra, ce méthane. Si je traduis tout ce que je vous ai dit, en langage de tous les jours, ces roches, le sable, le grès, tout ça, ont été déposées par de l'eau courante, dans un ancien lac. Elles sont déposées dans de l'eau peu salée, avec un pH neutre. Neutre, c'est la smectite qui le dit, peu salée, on n'a trouvé ni sulfate, ni chlorure, ni tout ça. Coexistence de micro-environnements oxydés et réduits, elles contiennent des molécules carbonées. Cet ancien environnement serait tout à fait habitable aujourd'hui par la majorité des bactéries terrestres actuelles. Alors que l'ancien environnement d'Opportunity, sauf là où il y avait la smectite, mais on ne sait pas trop, là où on avait les myrtilles et tout ça, ne serait que pour des bactéries acidophiles. Ça existe sur Terre, et halophiles. Le pH neutre est une condition favorable à la chimie prébiotique. La question auquel on ne pourra pas répondre, ces anciens environnements habitables ont-ils été habités? Pour l'instant, on ne répond pas. Alors la NASA a fourni une carte de cet ancien lac, avec les photos de l'espace et tout ça, il s'est posé là, notre Cybèle est quelque part par là. Voici la carte de l'ancien lac, avec les vagues qui venaient buter au pied de la cible, si je puis dire. Et le sens du courant, enfin le fleuve, le torrent qui arrivait comme ça. Regardez cette carte, on y reviendra. Alors, troisième spot, c'est ces grès qui sont déposés dans le lac, on en a vu quelques-uns. Dans le lac ou sur les bords, ça dépend du trajet. Je vais vous montrer quelques photos prises 5 km plus à l'ouest. Donc il est grand ce lac, hein, avec l'échelle là. Moi je la vois pas bien. Voilà. Le lac, là, la barre fait 25 km, vous voyez. Alors on va regarder ces strates. Là, c'est le géologue qui se régale. Oula. Vous avez des strates bien régulières, assez plates, etc. Ça, le géologue, il dit, c'est déposé dans l'eau. Et l'eau qui ne coulait pas trop. Voilà un détail de ces strates. Quand moi j'ai vu ça, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique. Il faut avoir des orgasmes géologiques, c'est important. Rien n'est pire que l'impuissance ou la frigidité géologique. Là, vous avez des couches, et là, vous avez des couches, est-ce que c'est le courant, est-ce que vous regardez mieux? Vous regardez mieux. Alors là, il y a un peu une frustration, parce que j'aimerais bien piloter pour aller braquer la caméra là où vous voulez y aller. Vous avez les photos le lendemain. Toutes les photos sont disponibles le lendemain. Mais bon, c'est pas moi qui dis allez voir là. Mais en général, il tire un peu partout. Et quand on voit ce genre de truc-là, le géologue, ils disent ça, c'est éolien. Ça, c'est des paléodunes au bord du lac, il y avait des dunes. Je vous montre des sédiments éoliens bien de chez nous, terrestres, et des sédiments éoliens martiens. Là encore, il faut une certaine expérience, mais par exemple un médecin reconnaît très bien une grippe, d'une angine, il n'y a pas besoin de... Donc le bord du lac, il y avait de temps en temps des dunes, au bord, je ne sais pas étonnant. Quatrième spot. Alors ces couches de grès, des fois éoliens, des fois fluvio-lacustres, l'érosion les dissèque,
et on voit ce qu'il y a dessous. Et quand on voit ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, là, vous avez les couches bien horizontales. Et là, les couches qui sont en dessous, on ne voit pas bien, mais on voit qu'elles penchent comme ça. Elles penchent peut-être de 15 degrés, comme ça, vers le sud-sud-est. Voilà, les couches penchent. Mais sur des centaines de mètres. Hein. Ce n'est pas des petits courants. Et là, sur cette photo, vous voyez les couches bien horizontales, et là, les couches qui pendent dessous. Et là, deuxième orgasme, on voit la limite. Vous avez les couches bien horizontales, et dessous, sur des hectomètres, les couches qui penchent. Alors une comparaison comme je les aime, hein, la Terre, Mars. On a déjà vu un peu ça aussi hein, sur Opportunity. Alors comment fait-on sur de grandes distances des couches, déposer des couches penchées? Alors voici, vous êtes tous allés sur des plages, des fois il y a des... Quand la marée baisse, il y a des espèces de petits ruisseaux qui descendent du haut de la plage vers le bas de la plage. Ça fait des espèces de petits... Ça c'est mon couteau qui donne l'échelle, hein, c'est un bout de filet de pêcheur. Un petit ruisseau avec l'eau qui coule. Alors l'eau qui coule, elle coule vite parce que c'est pas profond, donc les grains roulent, les grains de sable roulent. Puis quand ça arrive dans un trou d'eau, la vitesse du courant diminue et les grains se déposent et ça fait une espèce de petit delta désymétrique. Imaginez que par la pensée, vous faisiez une coupe comme ça. Là, vous avez les grains qui coulent au départ et puis la pente, il se dépose là. Il se dépose là, il se dépose là. Et vous déposez des couches comme ça. Alors là, c'est désymétrique. Ça peut être grand, hein. Ça, c'est sur Terre, c'est une forêt, c'est les arbres de l'échelle. Et vous avez, donc... Donc, on peut se dire... Ça, c'est le pendage. La direction, là, vous avez le grain de sable qui arrive. Avec le delta, ça s'étale. Et si vous, par exemple, mettiez un petit bout de sable coloré en amont, le sable coloré arrive et il se déposerait là. Il y aurait un lit, une couche colorée, qui aurait la géométrie vue de haut, de mes traits rouges. Et vous voyez, c'est logique que la strate qui se dépose inclinée en coupe est perpendiculaire au courant. C'est logique. Eh bien, rappelez-vous cette carte de la NASA. Avec l'orientation de prise de vue des photos, j'ai pu retracer la direction, le trait rouge, des couches que je soupçonnais être déposées par un courant. Et oh, miracle, c'est perpendiculaire à la direction du courant, dessiné un an avant par la NASA. Donc même si l'érosion avait bouché ce machin, qu'on ne savait pas que le courant arrivait là, alors on sait, ça tombe très bien, mais on aurait pu le dire simplement en regardant les cailloux, si on est un bon géologue. Je vais arrêter en fou. Oui, alors, d'après vue de l'espace, la formation géologique du coin, la cible, c'est ce qui est marron, ici. Marron foncé. Tous nos dépôts qu'on vient de voir, sédiments, éoliens, lacus, fluviatiles, ce qui s'appelle le Bradbury Group, c'est des dépôts récents, déposés par le lac, au pied de la montagne. Donc ça, c'est les dépôts... il y avait un lac qui est au pied de la montagne. La cible, je rappelle, c'est la montagne. Pour l'instant, il est là. Pour l'instant, on n'a vu que ça. On ne pensait pas qu'on allait voir tout ça, mais c'est vachement bien. On a vu du méthane, on a vu plein de choses. Et là, on va arriver à la cible principale, qu'on appelle la Murray Formation, en commençant par la Stimson Formation. Et là, on voit très bien que la cible, alors oublions les dunes, claires ou sombres, ça c'est des dunes sombres, la cible est faite de terrain plus clair que les sédiments lacustres récents. Quand je parlais de lac récent, c'est tout ce qu'on vient de voir. Ça, c'est des sédiments qui sont déposés dans le lac, ça sera le lac ancien. Les sédiments du lac ancien sont beaucoup plus clairs que les sédiments du lac récent. Alors là, on voit très bien la différence. Les sédiments anciens, clairs, lac ancien, recouverts par les sédiments récents du lac récent. Puisque ça recouvre, c'est que c'est plus jeune, forcément. Mais plus jeune de combien? 15 jours? 15 ans? 15 millions d'années? 150 millions d'années? Allez savoir. Alors je ne peux pas vous mettre de chiffres, je peux vous dire que c'est long.
puis-je le dire? On va s'approcher par là. Sédiments anciens, clairs, sédiments récents, foncés. On s'approche là. Sédiments clairs, anciens, sédiments récents, foncés. On s'approche. La limite entre le jeune et le vieux est là. On s'approche encore. Alors là, il n'y a pas d'échelle. Hein. Souvent, je mets mon couteau pour donner l'échelle. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voyez? Les sédiments anciens sont parcourus de fractures. On y reviendra. Ces fractures sont pleines de dépôts blancs déposés par de l'eau qui a circulé dans ces fractures. Ça a été analysé, c'est du gypse. Ces fractures, évidemment, se continuaient par-dessus. Puis, il y a eu de l'érosion. Et à un moment, on a enlevé, je ne peux pas vous dire combien de mètres, ou d'hectomètres, ou de kilomètres de terrain, mais la surface topographique qui a enlevé beaucoup de terrain était là. Donc il y avait le lac ancien qui s'est asséché, dont on a érodé X mètres de sédiments et qui a mis à la surface ces fractures remplies de dépôts. Puis le lac nouveau est arrivé. Et on a déposé les sédiments dont on a parlé depuis le début. Je ne peux pas vous dire quel est l'écart de temps, mais c'est beaucoup. Il a fallu enlever beaucoup de terrain. Et l'érosion sur Mars est quand même moins vigoureuse que sur Terre. Ça peut très bien être 100 millions d'années, 200 millions d'années. Pas 200 milliards. Spot 6, on va vraiment avoir le temps de poser des questions, c'est bien. On va regarder le détail de ces couches inférieures. La cible. Alors, les strates sont d'une finesse. Chaque strate mesure 1 à 3 mm d'épaisseur. Et d'une régularité. Ça, le géologue ici, ça s'est posé dans un lac relativement, enfin, suffisamment profond pour être en dehors de la limite d'action des vagues. Donc, avec le vent, mettons plus de 10 mètres de profondeur, peut-être. Et sédimentation très calme. Alors, pareil, il y a plein de smectites et tout ça. Et alors là, de temps en temps, les Américains donnent l'échelle. Donc, vous avez plein. Et sur une belle épaisseur, vous avez ces dépôts de sédiments de lacs calmes. Alors, des fois qu'il fait ses analyses, il donne un petit coup de brosse, il regarde, il fait des tas de choses. Et là, il a donné un coup de brosse, ici. Alors, c'est de loin. Voilà, non, les coups de brosse étaient là. Là, il a donné les coups de brosse. Regardez, vous reconnaissez ça? Là, vous avez la brosse, un gros plan de la brosse. Vous reconnaissez ça? On l'a déjà vu. Ça veut dire que dans ce lac très fin, de temps en temps, soit ça s'évaporait, c'était à l'air libre, mais si ça s'évaporait, soit l'eau se concentrait par évaporation sans que ça soit sec. Dans un marais salant, le sel se dépose au fond d'une flaque d'eau. Il ne se dépose pas à la surface, sauf la fleur de sel. Et il a peut précipiter ces cristaux qui sont des sulfates. Là, on a les moyens d'analyse, et c'est du sulfate de calcium, il n'y a pas de problème. Donc, notre lac, c'est parfois suffisamment évaporé pour que le sel précipite pour des sels, c'est des sulfates, par concentration de l'eau. Ce n'était pas la surface, mais l'évaporation avec suffisamment concentré pour qu'il précipite ça. Ça devient monotone, hein, la géologie de Mars. Alors là, un autre orgasme. On est dans notre formation de ça, et là, le hasard d'érosion fait qu'on voit les roches par-dessus. On ne les voit pas par la tranche, on les voit par-dessus. On va regarder, je ne sais plus si c'est celle-là, je crois. Avouez que ça ressemble. C'est typiquement ce que le géologue appelle des formes de désication fossile. Ça existe sur Terre, hein. J'en ai vu sur Terre comme 3,5 milliards d'années, 3,2 milliards d'années. Ça a été recouvert par plein de choses, et l'érosion n'a fait que par hasard, ces machins fossilisés arrivent à la Florence. C'est le cas ici aussi. Bon, ça, c'est des formes de désication actuelles, qui datent du dernier orage. C'est quelque part dans le désert, je ne sais plus quel. Donc, ça veut dire que notre lac, où en général c'était de l'eau bien calme qui se déposait, de temps en temps, c'était suffisamment évaporé pour concentrer et déposer des sels, des sulfates, mais encore sous l'eau. Et de temps en temps, ça s'évaporait tellement que ça s'asséchait, et on a les formes de dessiccation. Le dernier spot, c'est ces fractures, dont je vous dis, avec de l'eau qui a circulé, et qui sont pleins de sels divers et variés. Or, sur Terre, dans ces filons avec de l'eau chaude qui circule, tant que l'eau fait moins de 120 degrés, il y a plein de bactéries sur Terre. Donc, là, évidemment, j'en sais rien, mais c'est prometteur. Et je vous montre ces cristaux. En général, les minéraux qu'il y a dedans, c'est du gypse.
Et regardez, le géologue reconnaît très bien les cristaux qui sont plus ou moins perpendiculaires aux éponges. C'est classique. Là, c'est sur Mars. Là, c'est sur Terre. Là, c'est sur Terre aussi. Ça, c'est du gypse, comme sur Mars. Et là, vous avez Mars et la Terre. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait eu de la vie. Y en a-t-il eu? J'en sais rien. Alors, quelques news après ces 7 spots. Alors, c'est des résultats de synthèse qui ont été publiés, c'est là il y a 2 ans, 2 ans et demi, ouais, 2 ans, 3 ans même. Ils ont fait toute l'analyse minéralogique entre ici et là où ils étaient, donc comme ça, où là vous avez le pourcentage dans toutes leurs analyses entre différents trucs. Ce qui nous intéresse, nous, ce qui peut contenir de la matière organique, c'est les argiles. Vous voyez qu'il y en avait au départ, c'était pas prévu. Il n'y en avait pas là. Et là où il arrive, là où c'était prévu, il y en a, on est content. Et là où il est actuellement, ça s'appelle le clay unit, l'unité argileuse. Donc, on attend vraiment qu'il publie la suite, mais c'est long, hein, parce que passer des analyses brutes à un résultat publiable dans Science ou dans Nature, ou même dans les NASA News, il y a un temps de latence, et autant les photos sont communiquées au public le lendemain, autant les méthodes d'analyse sont gardées sous le coude tant que ce n'est pas publié, ce qui est normal. S'il y a des gens de l'ESA ici, j'en profite. La NASA parle toujours, l'argent est public, donc les résultats photographiques doivent être publics. L'ESA, par exemple, quand il y avait la mission Cassini-Huygens, la mission Rosetta n'était publiée qu'une photo sur 100. Alors que c'était avec nos sous que l'ESA prenne modèle sur la NASA pour la communication. Peut-être pas sur la communication, des fois ils en disent un peu trop, la NASA. Mais l'ESA, c'est vraiment pas assez. Une moyenne avec 10 NASA et 1 ESA, ça serait pas mal. Autre nouvelle, 7 juin 2018, pour la première fois, ils ont trouvé des molécules carbonées non chlorées. C'est la même technique, on ramasse de la poussière, on chauffe, et il s'est échappé cette molécule, hein, donc 4 carbones et 1 soufre. Sur Terre, ce truc-là, c'est quand on chauffe, pour parler grossièrement, la roche-mère des gaz de schiste. Vous prenez les gaz de schiste, hein, ceux qui sont chers à beaucoup de gens, vous chauffez, et il sort une roche, une mer de gaz de schiste, ce qu'on appelle le kérogène, pas zen, un gène. Ben, quand on chauffe une roche riche en kérogène, il sort ce truc-là. Je dis que c'est prometteur pour l'avenir. Je peux pas vous... La NASA n'a rien publié de plus que ça. Autre synthèse publiée, pareil, en juin 2018, le méthane. Et les dégagements de méthane sont saisonniers. C'est fin du printemps et l'été qu'il y en a le plus, c'est l'hiver qu'il y en a le moins. Alors, il n'y a eu que 2 saisons, 2 ans. Mais, enfin, il faut attendre. Mais ça veut dire que les dégagements de méthane sont liés à la température locale. Réaction chimique. On sait très bien que la chaleur, la température augmente la vitesse des réactions chimiques. Biologique, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quand même. Suivez bien l'actualité. Alors sur ce, il n'y a quand même pas beaucoup de points, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de méthane, c'est par bouffée. Mais bon, on fait passer une sinusoïde quand même. Une vague sinusoïde. Alors pour conclure le voyage de Curiosity, avec quelques... Voilà, c'est une photo qu'il a prise il y a 2 ans. Et il regarde tout le trajet qu'il a fait, il est là, il regarde, et voilà, il a fait tout ça. C'est bon. Et maintenant, on est sur un endroit qu'on appelle Hematite Ridge. C'est une... il y a un peu plus d'oxyde de fer qu'ailleurs, mais pas beaucoup plus. Et surtout, c'est bien plus résistant à l'érosion, donc c'est un relief. Donc il a resté sur cette... quasiment 1 an à tournicoter sur cette ride. La NASA n'a pas dit ce qu'ils ont trouvé, si ce n'est que les roches sédimentaires sont les mêmes, l'ancien lac, et qui est resté, ils disent pas pourquoi, moins -0D, parce que c'est plus dur, mais pourquoi, ça je peux pas vous dire. Donc là, on est sur Floride, et là, c'est ce qu'ils appellent Clay Unit. C'est là que, vu de l'espace, il y a le plus d'argile. Alors on arrive dans Clay Unit, ils n'ont rien dit pour l'instant, ils y sont. On voit des roches, avec des strates très fines. Alors souvent la NASA, quand elle n'a rien à dire, elle parle quand même, pour ne rien dire. Ça c'est un peu l'inconvénient. L'ESA ne dit rien quand il y aura quelque chose à dire. La NASA dit quelque chose même quand il n'y a rien à dire. Mais faites la moyenne, ça serait bien. Ils disent, on est excité parce qu'avec ces machins-là, on saura l'environnement ancien, mais on fait que ça depuis 10 ans. Hein. Mais bon, chaque couche peut éventuellement être analysée. La NASA a publié, il y a 2 mois, ce petit sketch pour montrer
les conditions de ce lac inférieur, le lac ancien. Des fois, il y a beaucoup d'eau, et puis des fois, il n'y en a pas beaucoup, puis des fois, il y en a beaucoup. Ça ressemble à certains lacs dans les pays désertiques. Il est là, ça c'est Hematite Ridge, Clay Unit, et la suite du programme, c'est tournicoter longtemps dans le Clay Unit, puis aller dans ce pédiment-là, et ensuite remonter le plus haut possible entre l'unité avec sulfate et cette truc rouge-là, et on va voir jusqu'où il va mourir, sachant qu'en haut, il n'y a plus que des sulfates. Après, spectralement, c'est pas intéressant. Donc voilà le programme. Il faut attendre de nouveaux affleurements et paysages, mais ça c'est tous les jours. Et puis des résultats d'analyse, ça c'est tous les X mois. On a fait tout ça. Et il reste encore ça à explorer. Alors je rappelle les 4 objectifs géologiques principaux de ces 3 missions. Je commence par le dernier qui vous intéresse moins. Que peut-on dire du magmatisme martien? Alors il est basaltique, mais il y a au moins une série alcaline différentielle, les géologues l'apprécieront. Et sinon, les 3 autres questions, c'était... Là, il fallait faire l'analyse géologique des couches et des roches pour déterminer si Mars était habitable dans le passé. La réponse est oui. Pour Curiosity et pour Opportunity. Pour Spirit, on n'en sait rien. Sauf si la silice peut interpréter un tome de vie, ce qui est très discuté. Il faut étudier les couches superposées sur la plus grande épaisseur possible, 1500 mètres, sur le mont Sharp. On a commencé, et c'est pas fini si aucune panne n'intervient. Déterminer si certaines de ces couches contiennent des molécules carbonées, voire plus, et si oui, les analyser. La réponse est positive, il y a du carbone. On va être très gêné par les perchlorates, encore que la NASA a publié une analyse où c'est pas des perchlorates et du soufre. Et il se dégage du méthane qui semble saisonnier. Donc, vous voyez, il y avait 4 principes buts, on a répondu à plein de questions. L'avenir, la mission américaine, qui va porter à peu près au même endroit, qui va se déposer et étudier un ancien delta, G0 cratère, et la mission européenne qui va étudier, je pense, grosso modo, un ancien delta. Donc, c'est pareil, la stratégie est la même, mais là, c'est un ancien delta, avec de l'argile et tout ça, alors que Sharp, on ne savait pas ce que c'était que cette montagne. Il se trouve c'est un ancien lac, on a de la chance, ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et voici ma dernière diapositive, ma avant-dernière. Avant de quitter Mars, regardons cette très belle étoile qui brillait dans les lueurs du crépuscule martien le 31 janvier 2014. C'est notre bonne vieille Terre, vue de Mars. Je vous remercie. Vous avez droit à 10 minutes de questions. Y en a-t-il? Enfin, 8 minutes tant que je mette ma veste. Oui. Oui, je voudrais avoir des précisions sur l'histoire de la silice. Je ne peux pas vous donner de précision. Ils ont trouvé dans une région volcanique, c'est normal, des dépôts qui morphologiquement et chimiquement ressemblent à des dépôts de geyser. Et sur Terre, la majorité des dépôts de geyser, il y a de la vie dedans. Je ne peux pas vous dire plus. Mais parce que sur Terre, l'eau qui sort, elle est à 100 degrés, et 100 degrés n'a jamais tué la vie. Si sur Mars, la pression, à l'époque, était, mettons, de 2 atmosphères, l'eau bourrait peut-être à 150 degrés. Sur Terre, on ne connaît pas de vie qui vive à 150 degrés. Si la pression était 2 fois plus faible que sur Terre, l'eau bourrait à 85 degrés. Alors la vie à 85 degrés, c'est foison sur Terre. Donc, il y a quelque chose qui est de la silice, qui ressemble à des compressions hydrothermales, et sur Terre, il y a des bactéries dans les compressions hydrothermales. Je ne peux pas vous en dire plus. Sur Terre, il y a même toujours de la vie dans les compressions hydrothermales. Et si l'eau ne bout pas à 300 degrés au fond de la mer, sous une très forte pression, il y a des bactéries qui vivent jusqu'à 120 degrés. Il y avait une question là-bas, non? Ouais. Merci pour l'exposé, vraiment passionnant. Je me demandais, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles découvertes d'un point de vue géologique depuis l'orbite, notamment peut-être des nouveaux instruments, ou est-ce que ce sera surtout de l'analyse in situ qui fera la différence? Ah ben là, pour ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'eau, la vie, il faut essayer d'aller dans un endroit où il n'y a pas eu trop de rayons cosmiques ultraviolets pour pas que la matière organique éventuelle soit oxydée par les perchlorates. Donc il ne faut pas avoir fait de perchlorate, donc il faut être à l'abri. D'où le forage, d'où ils iront chercher comme ça. Sinon là ils vont chercher dans des mêmes cibles.
Donc on va trouver qu'il y avait des lacs, c'était de l'eau a priori un peu salée. Ils vont trouver la même chose, parce qu'ils se focalisent sur la vie. Moi, s'il y avait 2 missions envoyées, il y en a une, je prendrais un de ces 2 deltas, je ne sais pas lequel. Et puis l'autre, j'irais explorer Olympus Mons, je ne sais pas quand on parle pour chercher la vie, mais comprendre le magnétisme. Mais il y a un peu des gens qui sont monomaniaques. Hein. La vie, la vie, la vie, la vie. Il n'y a pas que ça sur la vie, sur Mars. Mais il y a ça, il faut évidemment creuser. Si on trouve qu'il y a eu de la vie sur Mars, pour l'instant, 1 pour 1 des corps habitables est habité. Mais 1 pour 1, statistiquement, c'est pas très significatif. Si on passait à 2 pour 2, ça serait déjà un saut. Ça veut dire que la vie est ubiquiste sur l'univers. Bon. Mais il n'y a pas que la vie sur Mars. Il y a plein de machins magnétiques. C'était Insight qui voulait voir quelle était la structure de Mars. Un tremblement de terre, il n'y en a pas beaucoup, mais ça marche. Le problème, c'est voir le degré géothermique avec la foreuse qui s'est enfoncée. Je pense que ça sera loupé. Mais il n'y a pas que la vie sur Mars. Il faut faire autre chose. Aussi autre chose. Mais là, je suis peu pour la vie hors vie. Comme on va dans les mêmes environnements, on va trouver la même chose. Ça ne sert à rien d'étudier l'histoire de la Gironde, ensuite l'histoire de la Loire, ensuite l'histoire de la Tamise. Bon. Mais c'est, je sais pas, l'Himalaya ou la Guyane. Autre question. Je regarde l'heure. Oui. Si un géologue humain était sur Mars, combien mettrait-il de temps pour faire ses découvertes? Si je prends la mission Opportunity, qui est la plus longue, avec une jeep lunaire, comme celle d'Apollo 15, 16, 17, en 1 semaine, il l'aurait fait. Mais 200 fois moins cher qu'une mission habitée. Donc, les gros dilemmes, faut-il mettre 200 missions inhabitées, partout, et couvrir tout Mars, ou une mission habitée, à un endroit, plus ou moins, je sais pas, 150 km ou 200 km. C'est un dilemme, je n'aimerais pas avoir à trancher la chose. Alors, si on avait tout, j'enverrais 200 missions inhabitées, et je choisirais, avec mes 200 missions inhabitées, où poser la première mission habitée. Mais je choisirais non pas au hasard. Je dis sur les 3 missions, il y en a une où c'est complètement trompé. 2, ça va, mais une, c'était lamentable. Donc, pas de question une fois. 2 fois. Oui. Dernière question. Oui. Quelle leçon tire-t-on donc de ces conclusions sur les instruments des prochaines missions? Là, ils vont faire de la minéralogie encore mieux, avec un ramant. Avec un ramant, si tout va bien, pour analyser les molécules organiques mieux qu'en chauffant comme ça. Le ramant français de Mars 2020. Il y a 2 ramants, je ne sais pas si c'est le français ou si c'est l'américain qui fera ça. Mais il y aura des procédés bien meilleurs pour déterminer les molécules organiques si elles ne sont pas cassées par les perchlorate. Parce que même si on ne chauffe pas, mettez de la matière organique dans l'eau de Javel, c'est pas bon, hein. C'est un bon désinfectant, l'eau de Javel. Donc, sinon, ils vont faire de l'analyse rayons X, mais c'est la minéralogie, mais ça, maintenant, là, c'est l'organique. Il faut chercher l'organique mieux que ce qu'ils font. Alors, l'idéal, ils vont aller chercher avec Mars 2020, en gros, il y a des carbonates. Or, sur Terre, les premiers carbonates qu'on connaît, qui ont 3,4 ou 5 milliards d'années, on voit à l'œil nu des structures biologiques, qu'on appelle des stromatolites. Si jamais l'évolution, ce serait étonnant, a suivi la même voie sur Mars et sur la Terre, l'évolution ne repasse pas les plats, comme on dit, c'est Darwin qui disait ça. Mais les carbonates, c'est très mauvais pour fossiliser la matière organique, mais c'est bon pour fossiliser les structures macroscopiques, voire. Donc, si on voit des coups, ça serait. Donc, il faut des bonnes caméras. Oui, je passe ma veste, mais je réponds. Spécialement pour le drone qui sera présent sur Mars 2020, quel peut être l'apport géologique? Ah ben alors, survoler plein de machins, avec une résolution bien meilleure, et diriger l'homme ou le robot vers un endroit qui, a priori, sera stratégique. Voilà. Montre un atom. J'espère. Parle en douce, comme on dit filer en grec, ou non, quand on part comme ça, un voleur. On part comme un voleur, hein, pour cause de SNCF.